Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information, mais avant tout, les titres. Polémique autour de la désignation du président de la CENI. Les confessions religieuses qui constituent une branche de la société civile présentent déjà un spectre d'un désaccord qui les discrédite. La rédaction d'Antenne a réfléchi quant à ce. Les maisons situées autour de la rivière Makelele au quartier Manalutu dans la commune de Selembao sont exposées à des inondations à n'en plus finir, causant dégâts et morts d'hommes. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci de nous choisir et de rester branchés sur votre chaîne lors de son adresse à la nation à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur des questions de l'heure qui font l'actualité dans le pays, notamment la troisième vague de la Covid-19, l'insécurité dans l'Est et l'éruption volcanique du Nyiragongo à Goma. Suivez donc un extrait de son discours choisi pour vous par la rédaction. Comme vous le savez, notre pays fait face à une résurgence surprenante de la maladie à coronavirus, une troisième vague de contamination qui nous a poussé à prendre, il y a de cela 2 semaines, des décisions difficiles et de renforcer les mesures restrictives pour ralentir, à défaut d'endiguer, la propagation du virus au sein de nos populations. C'est l'occasion pour moi de rappeler à tous l'observance et le respect strict des mesures barrières et de la discipline qu'il nous revient à chacun d'adopter afin de se prémunir contre cette maladie. Outre la pandémie de Covid-19, les impératifs sécuritaires caractérisés notamment par l'insécurité récurrente observée dans la partie est de notre territoire national où sévissent depuis plus d'une vingtaine d'années des forces négatives et terroristes qui sèment la terreur, la mort et la désolation, nous conduisent également à faire preuve de tempérance en ce jour glorieux du 30 juin. En ce jour de fête et de souvenir, je saisis cette occasion pour réaffirmer notre soutien total à nos vaillantes forces armées ainsi qu'à nos services de sécurité qui, dans le cadre de la restauration de l'ordre et de la paix, mènent des opérations de grande envergure pour la pacification totale et définitive de cette partie du territoire national où j'ai moi-même érigé ces derniers jours mon quartier général. Comme si cela ne suffisait pas, l'éruption inattendue du volcan Nyiragongo, véritable tragédie, est venue s'ajouter aux malheurs déjà existants, jetant sur les routes des centaines de milliers de nos compatriotes qui échappaient aux laves. Au regard de cette suite d'événements malheureux que je viens d'énumérer, je tiens à exprimer en votre nom à tous mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées, aussi bien par le fait de la pandémie, par l'insécurité persistante observée dans la partie est de notre République, que par cette catastrophe naturelle. Combien de temps faudra-t-il pour que les confessions religieuses s'accordent sur les candidats présidents de la nouvelle CENI? La question vaut son pesant d'or et Patrick Polidor Gazami s'est appliqué à en analyser le contour. Suivez. Le processus de désignation du président de la nouvelle commission électorale nationale indépendante a du plomb dans l'aile et paraît voué à faire l'objet d'un conflit sans issue. En effet, après le feuilleton Ronsard Malonda qui a montré aux yeux de l'opinion la quasi-impossibilité des confessions religieuses de voir dans la même direction en privilégiant l'intérêt de la population, c'est à un autre feuilleton similaire que la même opinion s'apprête à assister.
Déjà, deux blocs se sont constitués, se regardent en chien de faïence, à savoir d'un côté les églises catholiques et protestantes et de l'autre le reste des confessions religieuses. Les deux camps se préparent, chacun à sa façon, à faire valoir, le moment venu, son argumentaire. Dans son édition de mardi 29 juin dernier, le quotidien Forum des As évoquait déjà le spectre d'un désaccord. Et selon le journal, c'est encore l'Église catholique dont les rangs sont renforcés par les indécis de l'Église protestante qui serait en train de fomenter des stratégies pour discréditer le nouveau représentant de l'Église de Réveil du Congo qui, semble-t-il, fait peur. Denis Kadima, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est ce candidat de l'Église du Réveil du Congo qui fait peur à la Senko minoritaire qui voit venir le danger car selon l'article 17 de la charte des confessions religieuses, en cas d'absence de consensus, c'est le vote. Et accepter cette procédure approuvée par tous serait un échec pour les camps minoritaires. D'où son choix d'agir en amont pour éviter d'en arriver là. Il faut donc bloquer le processus. S'il faut considérer que les choses se passent de cette manière, il y a lieu de considérer dès à présent que le prochain président de la CENI ne sera jamais le fruit d'un processus de désignation pacifique, c'est-à-dire non conflictuel et respectueux des principes démocratiques. D'ailleurs, à l'allure où vont les choses, l'opinion ne devait-elle pas se préparer à assister à un blocage, sinon à un grand retard dans cette désignation, retard qui impacterait la préparation des élections de 2023 et qui aurait pour conséquence le glissement tant redouté. C'est la question qui mérite réponse. Cependant, il n'est pas interdit d'espérer, d'autant plus qu'un problème déjà connu et identifié peut être traité de manière à en amoindrir l'impact négatif. La société civile, qui se dit plus proche de la population, doit donc prendre conscience et s'engager à éviter d'offrir aux Congolais le même spectacle qu'il y a un an. Les jours se comptent déjà. Et avec la publication prochaine et imminente du calendrier pour la désignation des animateurs de la CENI par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, il y a de quoi faire diligence du côté des confessions religieuses qui, en réalité, sont la branche de la société civile la plus politisée aux côtés de la majorité parlementaire au pouvoir et de l'opposition. C'est dans un contexte laminé par la pandémie du coronavirus que la session de mars a été clôturée à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga en présence du vice-gouverneur de cette province, Jean-Claude Kafoua-Kimimba. Suivez ce reportage. C'est dans un contexte tout particulier caractérisé par la pandémie à coronavirus que la session de mars à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a été clôturée ce mardi 29 juin 2021. Une cérémonie qui a eu lieu dans l'après-midi en présence du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kafoua-Kimimba, représentant personnel de l'autorité provinciale Jacques Kabula-Katwe empêché, des membres du gouvernement provincial et de différents invités. Les quorums étant atteints et l'ordre du jour adopté, le président de cet organe délibérant, Antoine Gabriel Kyungu-Wakumanza, s'est félicité du travail abattu par ses collègues députés provinciaux pendant toute la session de mars, répondant ainsi à la mission régalienne d'un élu du peuple, celle de légiférer et contrôler l'exécutif provincial. Outre cela, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, au-delà des hommages rendus au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et au gouvernement provincial que dirige Jacques Kabula-Katwe pour les efforts inlassables ayant abouti à la stabilisation de l'économie en province, la situation sécuritaire mais aussi sociopolitique, a dressé un bilan positif auquel la population a tiré profit. Sur le plan économique, je tiens à féliciter l'exécutif provincial pour ses efforts soutenus dans la stabilisation du prix de la farine de maïs sur le marché et l'encourage par la même occasion d'étendre cette politique économique à d'autres denrées alimentaires de première nécessité afin de réduire sensiblement, si pas mettre fin à la dépendance économique de notre province vis-à-vis des pays voisins. Sur le plan sécuritaire, la situation reste relativement calme, malgré les rumeurs persistantes d'une éventuelle incursion des éléments Bakatakatanga à l'approche des festivités marquant l'anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale.
Aux députés provinciaux qui partent en vacances parlementaires ce jour, il leur a été demandé de se rapprocher réellement de leur base pour ramener les desiderata lors de la rentrée parlementaire prochaine. 13 terroristes neutralisés, 4 armes AK-47 récupérées par les FARDC à Ndimo et Otomabéré après 72 heures d'offensive et contre-offensive dans la chefferie de Walese-Vuku. Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri, nous en donne les détails. Au total, 13 terroristes, ADEF et leurs supplétifs de Maï Maï sont neutralisés et 4 armes de type AK-47 récupérées par les forces armées. Là, nous sommes à Ndimo et à Otomambère après 3 jours d'offensive et de contre-offensive dans la chefferie de Walese-Vukutu, en territoire du Roumou. À l'ère actuelle, les forces loyalistes consolident tous les objectifs conquis, sécurisent également la RN4 et toutes les localités environnantes. Au nom du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, nous appelons notre population d'aiguiser de plus en plus l'esprit patriotique en collaborant avec les forces régulières sur les théâtres des opérations. Et retenez que notre détermination de traquer et de mettre hors d'état de nuire tous ces terroristes et leurs alliés est sans faille. Devant leur velléité d'attaque terroriste sur nos populations de manière ciblée et dans le lieu isolé, les forces armées vont poursuivre ces hors-la-loi jusqu'à leur destruction totale. Après la pacification des zones de Boga et Tchabi par les FARDC, le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant Luboya Kashama, assiste l'hôpital général de référence de Boga avec une enveloppe de $30,000. Reportage. L'administration militaire de l'Ituri apporte une assistance financière à l'église anglicane diocèse de Boga. Au nom du gouverneur militaire, les vice-gouverneurs, les commissaires divisionnaires à Longa Boni Benjamin a officiellement remis à l'évêque de ces diocèses une somme d'argent équivalent à $30,000 américains. Cette assistance qui s'inscrit dans les cadres du fonds d'investissement est destinée pour la réhabilitation des infrastructures communautaires dans les chefferies de Baema Boga et Mitego, mais aussi Banyali Tchabi aussi d'Adurumu. Geste salué par Monseigneur Baemouka William. Au nom de la communauté de Boga, toute la population qui est vraiment très honorée, très heureuse de recevoir cette assistance. Il y a l'hôpital général de Boga qui a été incendié. Il y a le centre de santé de Mugwanga et il y a le centre de santé de Kiaboué. Plus tard, si la population pouvait encore se réunir dans ces milieux-là. Le temps qu'on a passé à Boga, on trouve les gens commencer à revenir et à gagner un peu de foi et de confiance à Boga et tout le long du chemin vers Tchabi. On voit les gens qui commencent à revenir. À travers cette assistance, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, veut permettre aux populations qui auraient gagné leur millier dans cette région de Boga d'avoir accès à certains services sociaux de base à la suite des opérations menées par l'armée pour imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État. Et ici est de noter que ce geste intervient après celui de Nyakoundé, où l'autorité provinciale avait remis une enveloppe à l'hôpital général de référence pour ce bon fonctionnement. Changement de chapitre à présent dans ce journal. L'eau aussi la vie, dit-on, depuis plus de 3 mois dans le quartier Montou, dans la commune de Selembao, est privé d'eau de la régie des eaux. Les habitants de ces quartiers sont obligés d'utiliser l'eau depuis, même si celle-ci n'est pas potable. Patricia Ndongo, José Moussangana et Pati Mbouzi. Il y a pratiquement 3 ans que la régie des eaux a jeté les habitants du quartier Mouanamontou, situé dans la commune de Selembao, dans la poubelle des oubliettes, car ils sont privés de l'eau du robinet. L'eau, c'est la vie, dit-on, mais les habitants de ces coins n'en profitent pas. 3 ans déjà en tout cas, plus 2019, je suis le matin.
Je suis habitante du quartier Makelele. Il y a pratiquement 3 ans que la régie des eaux n'envoie plus de l'eau dans ce coin. Nous ne savons plus comment vivre car l'eau c'est la vie. Pour avoir de l'eau, nous sommes obligés d'en acheter. Un bidon de 25 litres coûte 500 francs et un seau de 15 litres coûte 250. Ou encore, nous puisons l'eau de puits, une eau qui n'est pas bien pour notre santé. Pour eux, les robinets sont devenus des objets de fantaisie. Et pour avoir de l'eau, ceux qui ont de moyens achètent de l'eau potable à 500 francs un bidon de 25 litres et à 250 francs un seau de 15 litres. Et la majorité de la population recourt à l'eau des puits, même si elle n'est pas potable. L'eau du robinet est devenue un luxe pour nous. Nos robinets sont devenus de fantaisie. Ça ne nous sert plus à rien. Nous demandons aux autorités de la régie des eaux de nous venir en aide. Sur ce, ils font appel aux autorités de la régie des eaux de trouver une solution rapide. Il faudra dire que toujours dans ce même quartier de Selembao, une partie vit dans le noir et ses habitants font appel aux autorités de la SNEL car cette situation crée une insécurité totale dans ce coin de la capitale. Une fois de plus, retrouvons Patricia Ndongo. Depuis plus de 6 mois, le quartier Mwanamuntu dans la commune de Selembao vit dans le noir total. Ils sont privés d'électricité et cette situation occasionne de l'insécurité dans ces coins. Ils disent être abandonnés à leur triste sort car jusque-là, ils ne voient aucun geste des autorités de la SNEL. Mais de temps en temps, ils envoient leurs agents sur terrain pour leur remettre des factures d'électricité. Depuis le mois de février, il y a l'autre qui il y a pratiquement 6 mois depuis que nous sommes dans le noir. C'est comme si la SNEL nous a complètement oubliés. Et cette situation nous met très mal à l'aise. Nous demandons toujours si ce quartier est connu des autorités, car nous souffrons de cette négligence. Il faut noter que la situation dure pendant longtemps et cela occasionne le banditisme urbain. On peut compter le vol, les agressions, ainsi de suite. Les autorités de la Société nationale d'électricité doivent trouver une solution palliative pour ses habitants. Le plus tôt serait le mieux. Après la pénurie d'eau, le manque d'électricité dans la commune de Selembao, ce sont les inondations, cette fois-ci, dans la commune de Makelele qui font parler d'elles. Il faut noter que de nombreuses habitations ont été emportées par ces inondations. Patricia Ndongo. Depuis quelque temps, les inondations ne cessent de ravager les maisons des habitants du quartier Makelele à Selembao. Cette situation ne semble pas intéresser les autorités. Et la population ne sait plus à quel sein se vouer. Oui, ça dit il y a Makelele. Donc tout ça dans la minute tout comme la victime il y a Makasi. La victime par rapport que non, ce côté lié au moko au monde même bandaku nyoso ya godinda. Ngamoko ndaku nanga kutuka à place de tout alia. Ndaku na minute ezate. Je suis propriétaire d'une parcelle. À cause de cette inondation, j'ai perdu une grande partie car elle a été emportée par les eaux de la rivière. Nous avons perdu beaucoup de nos biens, voire quelques membres de nos familles, juste à cause de cette inondation qui continue jusqu'à présent. Ces habitants demandent aux autorités compétentes de leur venir en aide car ce sont les vies humaines qui sont en danger. Parlons sport à présent dans ce journal. Dari Club Motema Pembe Sa Majesté Sangabalende par 1-0 et remporte la finale de la 56e édition de la Coupe du Congo de football dans la version masculine. Cette victoire permet au Motema Pembe de participer à la compétition de la CAF. Ndaye Lawish. Enoch Inonga Baka
capitaine du Daring Club Motema Pembe, soulève le trophée de la 56e édition de la Coupe du Congo. La joie est au rendez-vous. Grâce à sa belle prestation, le Daring Club Motema Pembe bat le Sa Majesté Sanga Balende par un score sans appel d'1-0. Mercredi, au stade des Martyrs de la Pentecôte, en finale de la 56e édition de la Coupe du Congo de football masculin. Les seuls et uniques buts de la partie est à l'actif de Desimbomba Moto à la 88e minute qui, de la tête, a conclu un corner exécuté de droite vers la gauche par Tomanzoto Borel. Les Immaculés montent du coup sur le podium de cette compétition à l'issue d'une finale longue, une première de la série, entrecoupée par des arrêts dus aux incidents perpétrés par les supporters des deux équipes. Finalement, l'on peut dire tout est bien qui finit bien pour cette édition de la Coupe du Congo de football avec la remise des médailles en 3 séquences. D'abord pour les officiels, ensuite pour les joueurs de Sanga Balende, malheureux finalistes, par le président à intérim de la FECOFA, Donatien Chumanga. Cette compétition ainsi gagnée, le club vert et blanc de Kinshasa se trouve à l'occasion de son visa qualificatif pour la prochaine Coupe de la Confédération africaine de football. La Fédération de mix martial art MMA de la République démocratique du Congo a organisé des combats pour célébrer la fête de l'indépendance hier mercredi 30 juin 2021 au stade de Martyrs. Les détails dans ce reportage de Ndaye Ilambouchi et Patimouzi. En marge du championnat d'Afrique des Nations des mix martial arts prévu au mois de septembre prochain en République sud-africaine, les membres du comité de la Fédération des MMA ont organisé des combats, question de peaufiner les stratégies en vue de maximiser les chances des athlètes pour remporter les médailles aux différentes compétitions qui seront organisées par les instances de cette discipline de cage. Le président de la Fédération Baïgon Obotoubé, Omboma, a profité de l'occasion pour présenter la nouvelle cage aux amoureux de la spécialité. Les combats organisés le mercredi 30 juin pour célébrer le 60e anniversaire de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, prenons à présent le condensé de l'actualité africaine avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Le groupe État islamique a revendiqué les attaques à la bombe artisanale commises ce week-end dans l'est de la RDC. Ces attaques ont été attribuées aux rebelles ADF affiliés à l'EI selon les États-Unis. Ces islamistes ont aussi revendiqué une autre explosion samedi et des combats avec l'armée congolaise. Au Nigeria, le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra a réclamé justice et un procès équitable après l'arrestation de son leader Nnamdi Kanu. Le chef de l'IPOB a été arrêté après 4 ans de cavale et ramené au Nigeria pour y être jugé. Au Ghana, 2 manifestants ont été abattus et 4 autres blessés lors d'affrontements avec les forces de sécurité dans le sud, a déclaré la police. Les habitants des Joura se sont réunis mardi pour manifester contre le meurtre d'Ibrahim Kaka Mohamed, un militant de la société civile frappé à mort par plusieurs personnes non identifiées. En Eswatini, des militants pro-démocratie ont déclaré que plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées lors d'affrontements nocturnes avec la police. Depuis lundi, des manifestants sont descendus dans les rues des 2 capitales, Manzini et Mbambane, pour exiger des réformes politiques. Et la page internationale a été sélectionnée pour vous par la rédaction. Les rassemblements de supporters durant l'Euro de foot sont-ils source de propagation du coronavirus? L'Organisation mondiale de la santé estime que c'est possible. L'OMS a d'ailleurs appelé les villes hôtes des prochains matchs de l'Euro à assurer un meilleur suivi de la circulation des spectateurs. Un appel à la vigilance qui vaut pour tous les rassemblements estivaux, pas seulement les matchs de foot. Plus largement, l'OMS dit craindre une nouvelle vague en Europe. La semaine dernière, le nombre de cas a connu une hausse de 10% en raison de l'augmentation des brassages, des voyages, des rassemblements et de l'assouplissement des restrictions sanitaires. Des millions de personnes ne sont pas encore vaccinées. Le variant Delta dépasse le virus d'origine étant plus contagieux et cela se traduit par une hausse du nombre d'hospitalisations et de décès.
Face à la menace représentée par ce variant Delta, l'Agence européenne des médicaments a apporté une note rassurante. Elle estime que 2 doses de vaccin semblent protéger contre ce variant. Par ailleurs, en France, les autorités étudient de plus en plus sérieusement la possibilité de rendre obligatoire la vaccination pour tous les soignants. À présent, mesdames et messieurs, complément d'actualité dans cette revue de presse sélectionnée et commentée pour vous par Patrick Poulidor-Gazem. L'actualité, telle que présentée par les journaux parus ce 1er juillet 2021, repose sur les propos du président de la République, Félix Tshisekedi, tirés d'une part de son message à la nation à l'occasion de la journée du 30 juin, commémorée hier, et d'autre part de son interview accordée à Jeune Afrique à l'occasion de la même journée. Forum des As, qui s'est intéressé à son message à l'occasion des 61 ans de l'indépendance de la RDC, revient sur l'une des préoccupations du mandat de Félix Tshisekedi, à savoir le rétablissement de la paix. Dans son message à la nation, écrit le quotidien, le président de la République a redit sa détermination à instaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Et ce, particulièrement dans la partie Est qui, pour lui, doit demeurer un des objectifs des Congolais. Selon le chef de l'État, sa concrétisation progressive amènera inexorablement le pays vers la construction d'un État de droit. L'État de droit qui est indispensable à l'existence d'un pays et qui constitue le piédestal de son indépendance. Et justement, parlant de l'indépendance de la RDC, la tempête des tropiques estime qu'elle pose toujours problème. Pour le quotidien, la République démocratique du Congo continue de dépendre de l'extérieur. Elle vit dans une économie extravertie tournée vers l'extérieur. Aussi, poursuit-il, toutes les tentatives de la sortir du marasme économique sont restées vouées à l'échec. La mainmise des multinationales sur les richesses naturelles du pays en est la preuve la plus illustrative. L'avenir de son côté a jeté son dévolu sur l'interview que le président de la République a accordée au magazine Jeune Afrique pour en ressortir le propos fort qu'il a tenu au sujet de sa représentation à la présidentielle de 2023. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le président de la République, Félix Tshisekedi, va se représenter en 2023, écrit-il, comme candidat à sa propre succession. « J'ai le droit de faire 2 mandats, pourquoi m'arrêterais-je en chemin ?» a-t-il dit, répondant à la question de Jeune Afrique de savoir s'il sera candidat en 2023. « J'ai une vision pour ce pays, je veux la concrétiser. » Une réponse sans équivoque qui met fin à toute polémique. La référence plus répercute en manchette le même message de Félix Tshisekedi tiré de son interview accordée à Jeune Afrique. « J'ai une vision pour mon pays, je veux la concrétiser avec un second mandat. » Un message fort qui fait dire au quotidien que le président de la République prépare, ou mieux, travaille pour un second mandat. Évoquant toujours l'interview de Félix Tshisekedi à Jeune Afrique, le Monitor qui parle des révélations troublantes faites par le président de la République présente les 23 points clés des vérités de ce dernier qu'il a tiré du site Badi News. De ces 23 points, il convient de retenir, par exemple, que Félix Tshisekedi va briguer un second mandat aux prochaines élections, qu'il n'y a pas d'inimitié entre Joseph Kabila et lui, mais plutôt des divergences, que l'union sacrée de la nation n'est pas une coalition électorale, qu'il reconnaît la présence des adversaires politiques en son sein, qu'il n'envisage pas un 3e mandat, qu'il n'est pas à la base du retard dans la mise en place de la nouvelle CENI et qu'il est favorable à une présidentielle à 2 tours. Bonsoir. Ce journal est à présent terminé, mais avant de la clore complètement, le rappel des titres. Polémique autour de la désignation du président de la CENI. Les confessions religieuses qui constituent une branche de la société civile présentent déjà un spectre d'un désaccord qui les discrédite. La rédaction d'Antenne a réfléchi quant à ce. Les maisons situées autour de la rivière Makelele au quartier Mwanambutu dans la commune de Selembao sont exposées à des inondations à n'en plus finir, causant dégâts et morts d'hommes.
À présent, nous mettons une boucle définitive à ce journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à José Moussangana qui en était le coordonnateur. Merci et au revoir.